Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, normalement, nous sommes en direct. Vérifiez que tout va bien. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez bien à distance sur LinkedIn? Vous pouvez Normalement, mettre des on petits peut commentaires pour nous dire si recevoir tout se passe bien. vos commentaires. On peut vous lire. Je suis en même temps sur LinkedIn, je vérifie. Voilà, tout va bien. On est parti. Je nous vois. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, merci de nous rejoindre pour ce nouveau format. Ça fait longtemps, finalement, qu'on n'a pas fait de petits webinaires sur SideQuest. Donc, je suis ravi de clôturer l'année avec celles et ceux qui nous suivent sur un nouveau sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui est celui du droit des étrangers. Pour discuter de ce sujet hautement passionnant, j'ai la chance d'avoir deux invités de haut vol, en la personne de Caroline Fibourel, commencer, qui est avocate en droit des étrangers et en droit de la famille. Anne-Caroline, tu es basée à Lyon. Et nous avons également le non fameux Gilles Merveilleux, que vous devez connaître, que vous pouvez connaître pour plusieurs raisons, proche de la profession, car auparavant lui-même avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pendant Oui. J'étais collaborateur chez un avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation. collaborateur, J'étais pas avocat au Conseil hors de d'État et à la Cour de l'État. cassation. Euh, donc, tu as fait ça pendant 8 ans environ. Et ensuite, créateur de répliques. Et donc, tu as une très grande majorité de clients et de gens avec qui tu échanges au quotidien qui sont avocats. Voilà. Je vais vous laisser compléter avec quelques mots si vous le souhaitez. Et après, on va se lancer dans le vif du sujet. Bah, vas-y Anne-Caroline, je te laisse la parole. Ah, tu as ton son qui est coupé, je pense, non? Alors, On petit souci technique a attendu. avec Anne-Caroline qui va nous retrouver. Bah, le temps Alors aujourd'hui, qu'elle revienne, je vais peut-être c'est ça. je me présente. Tu peux compléter peut-être Ça exactement, va nous faire expliquer un un peu peu de ce que temps. c'est réplique. Ouais, donc effectivement, donc moi je suis un ancien avocat, j'étais collaborateur chez les avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation, et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'idée de créer un outil à destination des avocats et plus précisément au début à destination des avocats en droit des étrangers pour les aider à trouver les arguments et la jurisprudence qui peuvent soutenir dans un dossier. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer un maximum d'avocats qui pratiquaient cette matière et voir, découvrir tous les enjeux qu'on pouvait rencontrer quand on voulait se lancer dans la matière, mais qu'on n'était pas encore suffisamment formé et qu'on ne savait pas encore comment lancer une offre de service dans cette matière-là. Salut Anne-Caroline. Et Salut! Est-ce qu'on m'entend là cette fois? On t'entend. à Ouais, merveille. C'est bon, tu bon, peux parler. formidable. Ah oui, parce que j'aime pas du tout qu'on me coupe la parole et que je ne puisse pas m'exprimer correctement. Donc, Anne-Caroline Vibourel, je suis avocate en droit des étrangers, effectivement, principalement depuis 20 ans. J'exerce en fait, à la fois au contentieux et puis à la fois de plus en plus en conseil en droit des étrangers. On va voir que c'est voilà un périmètre du droit des étrangers qui se développe de plus en plus le conseil et ce que j'appelle le droit préventif plutôt que le droit réactif. Voilà. Et puis j'ai effectivement une activité aussi en droit de la famille en parallèle de cette activité en droit des étrangers qui au départ était annexe et puis qui prend effectivement de plus en plus de place dans mon activité professionnelle. Et j'aime bien ce mix des deux entre voilà, en droit des étrangers, je pars au combat et puis en droit de la famille, je dépose les armes pour privilégier plutôt la médiation et plutôt l'amiable. Voilà cette petite présentation. Merci beaucoup. On va avoir évidemment l'occasion de revenir avec toi sur ton activité dans l'heure à venir. On va en effet passer 1 heure ensemble.
On va vous parler de droit des étrangers, on va vous parler un petit peu de l'actualité de cette matière. On va revenir également sur l'actualité de la profession d'avocat en droit des étrangers. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quelles sont les matières? Quels sont les cas d'usage? Est-ce que cette pratique évolue? Est-ce que cette pratique présente des opportunités? Mais surtout, voilà, on va essayer de vous expliquer de manière assez simple, assez didactique, les grandes étapes des personnes qui veulent se lancer, et aussi revenir sur le pourquoi du comment et l'opportunité de se lancer actuellement sur cette matière. On vous parle de ce sujet parce que bon, voilà, on a deux personnes qui sont dans leur travail complètement au cœur du droit des étrangers, mais en plus, avec SideQuest, on a formé pas mal d'avocats depuis 2 ans sur cette question. On a appris pas mal de choses et on va vous parler un petit peu des dernières sessions de formation qu'on a pu faire sur le sujet et on vous présentera également les nouveaux formats qu'on vous prépare pour vous aider à vous lancer. Comme d'habitude, on essaye d'avoir des formats qui sont dynamiques et on laisse la place aux questions. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, n'hésitez pas à nous poser des questions. On les prendra soit en direct, soit au fur et à mesure de la présentation, si on voit que c'est des sujets qui étaient prévus. Mais voilà, profitez-en. Vous avez 2 experts, vous avez des gens qui pratiquent au quotidien. Donc, posez les questions que vous pourriez avoir. Et même maintenant, en guise d'introduction, voilà, n'hésitez pas à nous partager quel est votre profil. Est-ce que vous exercez déjà dans la matière? Est-ce que vous débutez dans la matière? Est-ce que vous connaissez bien et vous êtes finalement ici pour voir des amis parler d'un sujet qui vous tient à cœur? Est-ce que vous êtes peut-être en sortie d'études ou encore étudiant? Est-ce que vous pensez à développer une nouvelle offre de service et vous êtes ici par intérêt pour avoir quelques réponses? Voilà. N'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous en êtes et surtout, n'hésitez pas à nous poser un maximum de questions. Voilà, sans plus attendre, je vous propose qu'on se lance dans le vif du sujet et nous avons pensé qu'il pourrait être intéressant de commencer avec un point d'actualité, comme c'est souvent le cas en fin d'année pour revenir sur les temps forts de chaque matière, de chaque spécialité. Donc, je propose, Gilles, avec toi, que nous fassions un premier point sur l'actualité juridique, l'actualité statistique en matière de droit des étrangers et plus généralement en matière d'asile, de statistiques plus vastes. Et après, on parlera de la pratique, l'actualité de la pratique avec Anne-Caroline et les détails de ce qu'est la pratique d'avocat en droit des étrangers au quotidien. Voilà, si tout ça vous va, bien sûr. Merci Thibaut. Ouais, on trouvait ça intéressant avant d'aborder le brut du sujet, c'est-à-dire la pratique des avocats en droit des étrangers, de faire un petit point sur l'état d'une part de l'activité administrative en droit des étrangers et notamment les OQTF, dont on parle souvent, et de l'état des contentieux. Je ne sais pas si tu peux mettre la slide suivante. Voilà. Ouais. Là, c'est juste des petites captures d'écran que j'ai prises de 2 rapports, enfin de trois sources. Un, c'est le rapport d'activité du Conseil d'État et donc de tout ce qui est contentieux administratif. Un autre, c'est un rapport récent hyper intéressant que vous pouvez lire de la Cour des comptes sur la politique de l'immigration. Donc ça parle un peu de juridique, ça parle aussi de très concret. Je conseille vraiment la lecture de ce rapport de janvier 2024. Ce qu'on ne sait pas forcément, et c'est un peu le point de cette slide-là, qu'on soit publiciste ou non, c'est que le contentieux des étrangers, donc qui est très majoritairement devant les juridictions administratives, et notamment devant les tribunaux administratifs, c'est globalement, ce qu'il faut retenir, c'est 50% du contentieux devant les tribunaux administratifs. Là, vous voyez en haut à gauche, je ne sais pas si c'est pas trop petit, mais grosso modo, ça dit que donc là, c'était sur les affaires, donc c'était le rapport 2023, donc je ne sais plus si c'était en 2022 ou en 2023, mais c'est plus de 43% du contentieux devant les TA, plus de 56, enfin près de 57% du contentieux devant les cours administratives d'appel, c'est du droit des étrangers. Donc c'est vraiment une matière très contentieuse. C'est assez logique vu l'enjeu humain qu'il y a derrière toutes les décisions qui sont prises, soit de refus de visa ou d'éloignement. Mais donc disons que c'est vraiment une matière qui engorge les tribunaux
et pour lesquels il est très important d'être bien formé pour pouvoir obtenir des annulations. Donc, je vais parler juste après, parce que justement, dans le rapport, on voit le nombre d'annulations. Donc, vous voyez, il y avait là, devant l'ETA, il y avait plus de 110 000 requêtes. J'ai mis sur le petit encart de droite les requêtes enregistrées devant la Cour nationale des droits d'asile. Donc, c'est les recours contre les décisions prises par l'OFPRA en matière d'asile, qui sont donc portés devant la Cour nationale des droits d'asile, qui est une juridiction administrative spécialisée. Et là, c'est quasiment fois plus 50%. Il y a 64 000 requêtes. Donc, si on ajoute les recours devant les tribunaux administratifs et les recours devant la Cour nationale des droits d'asile, le droit des étrangers, c'est vraiment le premier de très loin des domaines en matière de contentieux. Et ces matières-là, on peut voir, ça c'était intéressant parce que c'est des stats qu'on n'a pas très souvent, pour justement, alors je ne vais pas dire motiver, mais le fait que pour démontrer l'utilité des avocats en la matière, on dit souvent que c'est difficile d'obtenir une annulation dans ces matières, que ça peut être quelquefois un petit peu frustrant. Le premier encart, sous le nombre de requêtes devant la Cour nationale des droits d'asile, c'est le taux de protection de la CNDA. Donc je lis, en 2023, la CNDA a reconnu le statut de réfugié octroyé à la protection subsidiaire, on reviendra là-dessus dans l'information pour ceux qui ne connaissent pas, à 13 606 personnes, soit 20,5% des requérants. Donc on a quand même un cinquième des recours qui aboutissent à une annulation de la décision de l'OFPRA. Moi, personnellement, je trouve ça énorme qu'un cinquième des décisions qui sont contestées, donc pas de toutes les décisions, un cinquième des décisions qui sont contestées étaient illégales. Et on a à peu près ce même ordre de grandeur dans le petit encart qui est en dessous. Là, je vous avais juste mis un extrait où il disait que les taux d'annulation des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français, tournent autour de 18%. Là, encore une fois, des OQTF qui sont contestés, un cinquième des OQTF qui sont contestés devant les tribunaux aboutissent à une annulation. Et donc, ça apparaît pas directement sur tes chiffres, mais tu as à peu près en tête l'augmentation aussi sur les dernières années du nombre d'OQTF et du nombre de reconnaissances de statut. Là aussi, on est en pleine progression, j'imagine. Là, on le voit en fait sur le graphique en bas à gauche, qui n'est pas forcément très clair parce qu'on a l'impression que ça porte essentiellement sur l'évolution des effectifs des services de police. Mais si vous voyez la courbe orange, ça, c'est le nombre d'OQTF prononcés entre 2015 et 2022. Donc, on était à 80 000 en 2015 et là, en 2022, on approche les 140 000. Et si vous voyez, alors là, c'est un peu en petit, mais le graphique de droite, c'est la comparaison des OQTF prononcés en France par rapport aux décisions équivalentes d'éloignement prononcées dans les autres pays de l'Union européenne. Et donc nous, on est largement en tête. Alors ce que vous voyez, c'est 30 000 parce que c'est sur un trimestre, c'est le Q2 de 2024. Donc 30 000, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Donc en France, l'administration prononce donc 30 000 décisions d'éloignement OQTF par trimestre, alors que le second pays, l'Allemagne, on est à peu près à, je dirais, 12-13 000. Donc, on a. Qu'est-ce qui peut expliquer cette grande différence avec les autres pays européens? Vous avez des éléments pour ça? Alors ça, je ne me suis pas plongé dans le rapport. Il y a plein de gens plus compétents que moi qui essayent d'expliquer, mais disons qu'il y a une politique du chiffre qui a poussé depuis des décennies à prononcer énormément de décisions qui ne sont pas exécutées, parce que là, on voit la petite colonne bleue en dessous, c'est le nombre d'exécutions, et on se retrouve, et donc ça, Anne-Caroline, je pense, connaît bien, et les avocats en droit des étrangers connaissent bien, avec énormément d'étrangers qui, il faut le dire très concrètement, n'ont rien à faire dans cette situation, parce que, bref, on pourra en reparler, mais se retrouvent avec des OQTF, donc en situation irrégulière, sans que la décision soit exécutée. Et c'est là que les avocats en droit des étrangers doivent intervenir pour faire annuler ces décisions, et puis pour accompagner les étrangers qui se retrouvent dans cette situation où ils sont en situation irrégulière, ce qui va poser dans la vie quotidienne énormément de difficultés. Donc voilà pour un panorama, il n'y a pas trop de chiffres, mais voilà, s'il faut retenir, c'est le droit des étrangers, premier contentieux devant les juridictions administratives, un nombre de décisions d'éloignement gigantesque, 140 000 par an,
comparé notamment aux pays européens, et des décisions qui, notamment faute de personnel dans les administrations, sont pour beaucoup complètement illégales, ce qui aboutit à 1/5 d'annulation devant les tribunaux, que ce soit les tribunaux administratifs ou que ce soit devant la Cour nationale du droit d'asile. Donc voilà pour le panorama. Et dans la majorité des cas qui ne sont pas exécutés. Et dans la majorité des cas qui ne sont pas exécutés, parce que là, on en est, je crois, autour de 10% d'exécution des OQTF, a priori. Voilà pour le panorama. Je te laisse, maintenant qu'on a présenté ça, le rôle des avocats en droit des étrangers dans ce type de situation. Ah oui, et là, on pourra en parler peut-être plus tard, mais à côté de ça, il y a une sorte de ce qu'on appelle l'inflation législative en droit des étrangers, où on a à peu près une loi tous les ans ou tous les 2 ans qui va modifier l'état du droit, qui est très technique, d'où l'idée de cette formation. Bruno Retailleau avait parlé d'une nouvelle loi. Donc, il y a une loi en janvier 2024, pour ceux qui ne savent pas, qui est rentrée en vigueur pour beaucoup de pans en juillet 2024. Et le nouveau gouvernement, qui est l'ancien gouvernement, avait prévu de faire une nouvelle loi en 2025. Donc, on ne sait pas très bien ce qui va advenir, mais disons que c'est une matière où des lois sont prévues tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, et ce qui pose beaucoup de problèmes en termes de sécurité juridique. Je te laisse la parole, Anne-Caroline. Je te remercie, Gilles. Effectivement, peut-être pour compléter, et tu parlais de cette inflation législative qui, en fait, a pour effet de transformer les avocats de plus en plus en pompiers, puisque, en fait, notre intervention, elle va, et c'est vraiment le sens des lois les unes après les autres en droit des étrangers, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, et tu posais la question, Thibaut, sur comment on explique qu'il y ait une telle différence entre les pays de l'Union européenne et puis la France, c'est notamment... c'est la marge de manœuvre qui est laissée en droit des étrangers sur le plan interne versus la marge de manœuvre sur un plan international. Donc, en fait, ce qui relève de la politique nationale, c'est ce qui n'est pas régi par les conventions internationales. Donc, les lois qui se succèdent ont une marge de manœuvre qui se situe en interne. C'est pour ça que ce qui est sur le plan, ce qui est sur le plan de l'asile et des protections internationales, le droit interne ne peut pas trop y toucher, puisqu'effectivement, c'est régi par des conventions internationales, notamment par la Convention de Genève, et pour partie sur la protection subsidiaire par la Convention européenne des droits de l'homme. Mais il y a une marge de manœuvre importante sur le plan interne. Et on voit effectivement que petit à petit, le droit des étrangers se restreignent, puisque les ressortissants étrangers, notamment qui arrivent pour solliciter une protection internationale, ont l'obligation de tout exprimer en même temps qu'ils sollicitent une protection internationale, et on va systématiser les obligations de quitter le territoire français à l'issue de cette demande d'asile si elle n'a pas abouti. Et ensuite, la marge de manœuvre d'un ressortissant étranger qui ne s'est pas vu accorder une protection internationale, elle va être très ténue, avec systématiquement aujourd'hui, suite à la nouvelle loi de janvier 2024, une OQTF systématique et des temps en fait de réaction contentieuse s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, de contestation de l'obligation de quitter le territoire quand elle a été délivrée, extrêmement rapide. Donc en fait, petit à petit, le contentieux en droit des étrangers est devenu un contentieux de masse, puisque OQTF systématique, donc qui suivent effectivement une OQTF qui suit systématiquement tous les refus de séjour. Là, je parlais de protection internationale, mais même effectivement globalement, tout refus de séjour, quand il est notifié par le préfet, il s'accompagne systématiquement d'une obligation de quitter le territoire français. Et cette obligation de quitter le territoire français, elle doit être contestée dans un délai maximum d'1 mois quand quand on est hors procédure d'urgence. Et désormais, le législateur a prévu 2 nouveaux délais, 7 jours et 48 heures. Donc, on voit effectivement qu'on doit agir dans un temps très restreint et contester effectivement, avec un volume de décisions à contester qui est de plus en plus important. Donc oui, en fait, il y a du travail en droit des étrangers, ça c'est certain. Et après, il y a une réflexion à avoir sur quelle est notre marge de manœuvre et est-ce qu'on veut vraiment rester des avocats de la réaction et continuer à être des pompiers. Alors, ça fonctionne, effectivement, parce que ce que Gilles disait, c'est qu'effectivement, on a des taux d'annulation qui sont quand même intéressants, même si...
Voilà, même si effectivement le législateur s'emploie à fermer de plus en plus les possibilités de recours et les moyens qui pourraient être développés au contentieux. Et pour autant, effectivement, le droit des étrangers, il est multiforme et on n'assiste pas uniquement des personnes qui sont en demande de protection internationale, mais on assiste aussi des ressortissants étrangers qui sont des étudiants, qui sont des investisseurs, qui sont des entrepreneurs, qui sont des salariés, qui sont des conjoints de Français ou d'étrangers. Donc, voilà, avec peut-être effectivement en amont d'un contentieux qui pourrait advenir, une obligation de conseil qui doit être renforcée parce que, voilà, avec cette inflation législative et effectivement ces choses trappes que prévoient les lois successives, il y a une vraie impérativité que les ressortissants étrangers connaissent bien en amont leurs droits et puissent être vraiment informés, et je dirais même formés dans les dossiers et sur leur situation. Je te remercie. C'est une bonne vision d'ensemble de ce que tu fais actuellement, enfin de l'activité plutôt de manière générale. On comprend qu'il faut être prêt à réagir dans l'urgence surtout et que dans tous les cas, tu interviens beaucoup comme pompier, même si dans l'idée, il faudrait essayer de faire plus de préventif. Donc ça, c'est les grandes lignes. Mais on avait reçu plein de questions, de choses comme ça, de gens qui se posent des questions finalement de qu'est-ce que c'est le quotidien, comment ça fonctionne par rapport à ta clientèle, même comment tu trouves ta clientèle, même si elle semble ne pas manquer. Donc, je vais te poser quelques petites questions qui tiennent plutôt à ton quotidien, pour que les gens comprennent un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Dans les grandes lignes que tu nous as très bien expliquées, le travail un peu plus en détail. Et encore une fois, j'encourage toutes les personnes à distance. Vous êtes nombreuses, vous êtes nombreux et ça semble se maintenir, donc ça doit être intéressant. N'hésitez pas à nous poser des questions, vous aussi. Alors, moi, ce que je voudrais te demander, par exemple, c'est comment ça se passe par rapport à l'aide juridictionnelle. On a tendance à penser que la plupart des dossiers sont à l'AJ. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas plutôt que sur le contentieux? Est-ce que c'est le cas dans tous les dossiers contentieux? Et très concrètement, est-ce que toi, ça te pose des contraintes opérationnelles du fait que tu ne peux pas peut-être consacrer trop de temps non plus à un dossier par rapport à ce que les personnes peuvent se faire prendre en charge par l'AJ? Explique-nous un petit peu ça. C'est un vaste sujet, l'aide juridictionnelle, et c'est effectivement important de, voilà, enfin, en tout cas, c'est quelque chose effectivement de central dans la pratique. Alors, l'aide juridictionnelle est accordée uniquement, et ça c'est important de le dire, mais bon, majoritairement peut-être un public d'avocats qui nous suivent, mais peut-être pas. Et l'aide juridictionnelle d'abord n'est accordée que pour le contentieux, donc que pour saisir un tribunal. Il n'est pas justement, l'aide juridictionnelle n'est justement pas accordée de manière préventive pour une demande de titre de séjour, pour une demande de visa. Voilà, ce n'est pas possible de bénéficier de l'aide juridictionnelle en dehors d'un recours contentieux. Ça, c'est un premier point. Ensuite, l'aide juridictionnelle et ça c'est une très bonne chose en matière d'accès au droit, a été largement ouvert aux ressortissants étrangers sans condition de nationalité donc ou de résidence habituelle en France, puisque donc auparavant l'aide juridictionnelle était accordée pour de plein droit pour contester les obligations de quitter le territoire français et pour contester, en tout cas pour aller devant la Cour nationale du droit d'asile en matière de protection internationale. Donc ça, c'était effectivement accordé de plein droit. Autrement, c'était à condition effectivement de résidence régulière sur le territoire ou à condition de démontrer que le dossier était manifestement digne d'intérêt. Mais un récent avis du Conseil constitutionnel vient de supprimer cette condition de résidence régulière en France pour accorder de manière globale aux ressortissants étrangers, sans condition, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Donc ça modifie un peu, alors si ce n'est effectivement le droit des étrangers, le contentieux droit des étrangers, mais tous les contentieux annexes. C'est-à-dire qu'en fait, en droit des étrangers, on fait effectivement, on assiste nos clients contre les décisions préfectorales ou les décisions d'éloignement, de refus de titre, etc. Mais on assiste aussi nos clients, et c'est pour ça que se développe souvent un contentieux annexe, famille, assistance éducative. On peut aussi assister nos clients dans ces contentieux-là. Et aujourd'hui,
l'aide juridictionnelle est accessible aux ressortissants étrangers, même en situation irrégulière dans ces contentieux-là. Voilà, la parenthèse étant faite. Ensuite, c'est comment en fait les cabinets en droit des étrangers travaillent à l'aide juridictionnelle ou pas. Donc, effectivement, c'est quelque chose que notre déontologie nous impose très clairement d'indiquer à nos clients, c'est-à-dire qu'en fait, on doit dire à un ressortissant étranger qui vient nous voir qu'il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. Ensuite, c'est à chacun effectivement de se positionner sur est-ce que j'assiste mes clients à l'aide juridictionnelle ou est-ce que je n'assiste pas mes clients à l'aide juridictionnelle. L'obligation aussi déontologique que l'on a, c'est que si on accepte de travailler à l'aide juridictionnelle, on doit apporter à nos dossiers la même qualité, la même implication que si on n'était pas à l'aide juridictionnelle. La seule chose qui va changer, enfin qui peut changer, ça peut être effectivement pas le temps qu'on y passe, mais l'urgence qu'on a. Alors, par exemple, en matière d'obligation de quitter le territoire français qui suit un refus de titre de séjour, donc sans mesure de contrainte, si la personne n'est pas assignée à résidence ou si la personne n'est pas obligée de pointer, si elle n'a pas une obligation de pointage ou de placement en rétention, voilà, bref, on a 30 jours pour contester l'OQTF et l'aide juridictionnelle va être suspensive, c'est-à-dire qu'elle va suspendre le délai de recours. Donc là, en fait, on va effectivement peut-être jouer, quand on est à l'aide juridictionnelle, sur cette suspension de notre délai et la possibilité effectivement de différer le délai en déposant un dossier d'aide juridictionnelle et attendre la décision d'aide juridictionnelle pour contester la décision, ce qui garantit quand même les droits de notre client. Et puis, on va aussi circonscrire les interactions, c'est-à-dire qu'en fait, quand on intervient à l'aide juridictionnelle, et c'est aussi quelque chose qui est important, sur lequel il est important de travailler quand on est avocat. J'avais fait un webinaire avec Gilles sur la facturation en droit des étrangers, et en fait, c'est important aussi de se préserver nous, et puis d'être très clair avec les clients, c'est-à-dire que l'aide juridictionnelle, ça nécessite aussi, parce que c'est un budget qui nous est alloué, qui est quand même très restreint, de bien déterminer la façon dont on fonctionne. Donc, on va effectivement pas passer le même temps, par exemple, dans la communication avec le client. On va effectivement cadrer les choses en disant, en fait, moi, j'ai besoin de tels documents pour faire votre recours. Ça va nécessiter qu'on se voit 1 ou 2 fois ou qu'on communique par téléphone. C'est moi qui aurais besoin de communiquer avec vous. Et puis, on dépose un recours. On va effectivement peut-être devoir faire un mémoire complémentaire. On ira à l'audience ou pas, suivant l'intérêt d'y aller, parce qu'il n'y a pas forcément un intérêt à aller à l'audience. Voilà, et on va effectivement essayer d'expliquer aux clients, la façon dont on fonctionne à l'aide juridictionnelle. Pour moi, c'est très important le cadre. Voilà. Et je ne sais pas si c'est clair. Ça peut être un peu… Bon, c'est une contrainte. Je pense que c'est la grande majorité de tes dossiers en contentieux qui seront à l'AJ finalement. Alors, de moins en moins, moi, j'ai 20 ans de barre et effectivement, mes dossiers sont de moins en moins à l'aide juridictionnelle. D'abord parce que je fais moins de contentieux aujourd'hui et plus de conseils. Oui, mais sur le contentieux, si on reste sur le contentieux. Sur le contentieux, là aussi, en fait, comme je suis identifiée comme une avocate d'expérience en droit des étrangers, les clients qui me saisissent ont moins, sont pas forcément effectivement des clients qui me sollicitent à l'aide juridictionnelle, même si je continue à prendre des dossiers à l'aide juridictionnelle. On peut considérer qu'au début, par contre, on risque d'avoir une bonne majorité des dossiers qui seront à l'AJ, mais que finalement, ça peut être une bonne chose parce qu'en termes de stratégie, il y a des choses qu'on peut aménager avec l'AJ, notamment sur le coup des délais suspensifs, et que ça rentre dans la stratégie. Et au-delà de ça, en fait, la contrainte pousse souvent à l'ingéniosité. C'est aussi le bon moyen de mettre en place des process, de mettre en place des solutions qui font gagner du temps et qui sont réplicables aussi sur les autres affaires du cabinet. Complètement. C'est aussi permettre effectivement, c'est effectivement ce qu'on a mis en place, ce que j'ai mis en place moi dans mon cabinet, c'est des process pour permettre la collecte des pièces facilitée, où effectivement j'ouvre à mes clients 2 possibilités, soit de déposer les pièces en copie à mon secrétariat, soit de m'envoyer les pièces s'ils sont à l'aise avec l'informatique sur une plateforme sécurisée. Mais voilà, en fait, effectivement expliquer aux gens que les pièces elles n'arrivent pas. En tout cas, moi, j'aime pas ça, mais ça dépend des avocats. Moi, j'aime pas quand les pièces elles m'arrivent au compte-gouttes, c'est pas facile pour travailler, ou j'aime pas effectivement recevoir les pièces dans plusieurs formats, mais ça effectivement je le cadre avec mes clients et c'est aussi des process que j'ai mis en place et qui sont très clairs pour mes clients.
Alors, bon, je pense que c'est très important, très intéressant cet apport. Donc, on va encore rester un petit peu sur ce que c'est que le travail de l'avocat au quotidien avant de revenir sur la formation. Il y a deux aspects encore en 5-10 minutes que j'aimerais que tu partages avec nous. Alors justement, plutôt en début de carrière, pour commencer, il faut s'attendre bon, à de l'AJ, ça c'est un point, mais en début de carrière, c'est pas la demande qui manque, mais comment est-ce qu'on va chercher cette clientèle, ou est-ce que le simple fait actuellement encore de communiquer, de se mettre en avant sur ces questions-là font que de la clientèle va arriver naturellement? Est-ce que tu peux nous partager peut-être en 2-3 minutes ton ressenti là-dessus? Et pour ceux qui sont plus matures ou pour ceux qui envisagent le moyen, le long terme, il y a clairement quelque chose d'intéressant sur les activités de conseil et c'est beaucoup moins connu. Est-ce que tu peux, dans un second temps, nous partager aussi en quelques minutes qu'est-ce que c'est le conseil en droit des étrangers et, et comment ça se présente au quotidien? Et pareil, quelle typologie de clients plutôt sur les activités de conseil? Voilà. Okay. Ok, bah, effectivement, voilà, je fais du droit des étrangers depuis 20 ans et j'ai ce recul-là de comment ma pratique elle a évolué. Donc, bon, moi, je suis à Lyon. Donc, voilà, à Lyon, il y a une grosse préfecture, il y a un centre de rétention administrative, il y a une commission droit des étrangers au barreau de Lyon qui est très structurée avec des permanences qui sont organisées. Et donc, moi, j'ai commencé effectivement ma pratique avec les permanences. Donc, j'étais volontaire pour participer aux permanences, pour assister des personnes qui sont retenues au centre de rétention, qui vont contester les obligations de quitter le territoire. Et donc, voilà, j'intervenais pour plusieurs dossiers le même jour. Donc, ça, c'est très, très formateur. C'est très formateur. Et les puis, fameux CRA, c'est ça, tu allais au CRA souvent, tu allais à la préfecture souvent. Alors, j'allais pas au CRA, ça c'est effectivement dans les tuyaux. Bientôt, les avocats vont aller dans les CRA, mais à l'époque, en tout cas, voilà, ma pratique, c'est aller au tribunal administratif, puisque les clients étaient amenés au tribunal administratif pour plaider pour être entendus sur leur dossier. Donc ça, c'est très formateur, puisque voilà, on voit effectivement beaucoup de dossiers différents, avec beaucoup de problématiques juridiques différentes. Et on est aussi, du coup, on est aussi repéré, entre guillemets, parce que les personnes qu'on a assistées, ils vont aussi parler de nous, soit au centre de rétention, soit dans leur communauté, auprès de personnes qu'ils connaissent. Et c'est comme ça, un petit peu au début, avec le bouche à oreille, qu'on a des dossiers. Donc, qui sont effectivement plutôt des dossiers contentieux. On est repéré, en tout cas, quand on intervient dans les permanences, plutôt comme ça. Moi, j'ai rapidement aussi voulu diversifier mon activité et ne pas, encore une fois, ne pas intervenir que comme un pompier parce qu'en fait, quand on intervient comme ça au tribunal administratif pour des clients qui sont en rétention, on est vraiment sur le tarmac, quoi. On a vraiment l'impression d'être sur le tarmac et voilà, c'est la dernière chance pour les personnes de faire entendre leur voix. C'est le cas. Donc voilà, avec un peu des regrets en se disant tout ce qu'on aurait pu faire en amont, pour essayer de régler la situation de cette personne. Et aujourd'hui, voilà, on est juste dans la réaction et dans sauver ce qu'on peut sauver. Donc, j'ai réfléchi, moi, stratégiquement à ce que je pouvais faire. Donc, j'ai, je pense, été assez pionnière là-dessus. J'ai créé mon site Internet. Et dans mon site Internet, j'ai vraiment mis en avant ce que je voulais faire, en fait, ce que je voulais développer. Donc, j'ai mis en avant les étudiants étrangers, les salariés étrangers, la famille, le côté famille d'un ressortissant étranger, pour pouvoir justement être identifié par des personnes qui étaient en recherche de conseils dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que j'ai développé une activité de conseil, donc de consultation. Donc, à la fois, c'était le bon moment pour moi, parce qu'en fait, j'ai commencé d'abord effectivement avec de la masse et des dossiers qui étaient plus ou moins qui n'étaient pas choisis. Et puis, j'ai petit à petit développé une activité de conseil et de contentieux qui était choisie avec des dossiers qui m'arrivaient par ce site et donc un peu déjà filtrés par ce site Internet. Et donc, j'ai développé la consultation. Et la consultation, en fait, c'est super intéressant aussi parce que ça permet de voir de multiples situations avec des personnes qui arrivent avec vraiment des problématiques juridiques très différentes. Et ça permet de réfléchir et de développer des stratégies qui ensuite permettront éventuellement d'être utilisées au contentieux. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, tout à fait. C'est comme les gens qui font leurs armes en droit pénal au début en faisant beaucoup de commissions d'office. Et toi, au début, tu as fait énormément de choses, beaucoup de postulations au tribunal. Et tu apprends beaucoup sur le terrain. Et
Alors, une question en 10 secondes. Tu parles combien de langues du coup? Est-ce qu'il y a des traducteurs avec toi tout le temps? Comment ça se passe ça? Parce que non, c'est pas. Arrête, alors, déjà, je ne voulais pas le dire. La question qui fâche. Je baragouine l'anglais. Vraiment, je baragouine l'anglais. Mais en réalité, finalement, enfin, d'abord, il y a beaucoup de personnes francophones qui le saisissent. Après, voilà, moi, la particularité, c'est que j'ai fait très peu d'asile dans ma vie. J'ai pas développé du coup ce pan du droit. Et d'ailleurs, ce sera important de le dire. On n'est pas obligé de tout développer en droit des étrangers. On peut se dire qu'on fait effectivement qu'on se concentre sur certains domaines du droit des étrangers. C'est vaste et on peut le restreindre. On peut restreindre le spectre. Mais effectivement, moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont francophones. Les personnes apprennent très, très vite, d'ailleurs, même celles qui ne sont pas francophones, elles apprennent très, très vite le français. Et effectivement, sinon, il y a Google Trad. Voilà. Et puis, j'ai une associée qui parle, elle, plusieurs langues et qui, voilà, parfois, me donne un coup de main. Très bien. Et ça n'a jamais été, en fait, ça n'a jamais été un problème, ça n'a jamais été une difficulté. Parce que voilà, souvent les gens ils sont accompagnés de compatriotes qui parlent français, enfin, ça n'a jamais été une difficulté dans mon activité. Très bien. Et alors oui, du coup, est-ce que tu peux, en 4-5 minutes, nous parler plus des aspects qui sont plus largement méconnus pour le coup de conseil, activité de conseil en droit des étrangers. Donc encore une fois, un petit peu type de dossier, peut-être typologie de client et ton ressenti là-dessus. Le conseil en droit des étrangers, c'est vraiment en fait la préparation aux demandes qu'on peut faire. Donc principalement, enfin en tout cas moi cette activité de conseil, je la développe sur deux axes principaux. C'est les demandes de visa déjà sur l'entrée en France. Donc beaucoup de personnes qui me saisissent pour préparer des demandes de visa. Par exemple, des personnes qui sont en France, donc soit régulières en France, soit de nationalité française, et qui souhaitent faire venir leurs parents, donc leurs ascendants âgés, sur le territoire français, et qui du coup saisissent mon cabinet pour savoir quelle est la meilleure option. Donc là, on va effectuer une étude de ce dossier-là et savoir si, par exemple, il vaut mieux faire une demande en tant qu'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint, ou s'il va falloir, au contraire, faire une demande de visa visiteur, c'est-à-dire démontrer que les parents ont les moyens de vivre en France sans avoir besoin de travailler, et démontrer effectivement que là, on a les moyens et qu'on a des ressources, des ressources non issues du travail conséquentes et qui permettent cette venue-là. Et il y a un vrai enjeu stratégique d'explication, de collecte des pièces, d'accompagnement dans la demande de visa qui va être vraiment une plus-value pour les personnes en termes de chances de succès d'obtention de la demande du visa sollicité. Donc on a ça, on a aussi donc sur les demandes de titre de séjour, y compris effectivement pour des personnes pour qui ça pourrait paraître simple, et en fait c'est de moins en moins simple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses trappes, et même pour un parent d'enfant français, un conjoint de français, on va effectivement parfois apporter une plus-value dans l'accompagnement d'un dossier pour obtenir un tel titre de séjour. Ça peut être aussi pour une personne qui souhaite entreprendre en France, une personne qui souhaite travailler en France, un patron de boîte qui envisage d'embaucher. On peut aussi l'accompagner dans sa demande d'autorisation de travail et puis dans la demande de titre de séjour. Très bien, je te remercie. Et puis peut-être dernière question, et ça, bon, on pourra y revenir quand on parlera un peu plus de la formation, mais est-ce que tu as eu une formation, toi, à la base 100% droit public et 100% droit des étrangers? Et si oui, très bien. Et sinon, est-ce que c'est obligatoire pour ceux qui veulent se lancer? Et quelles seraient finalement les bonnes matières qui permettent de faire le pont vers cette pratique, soit parce qu'il y a des connexions entre ces demandes qui finalement arrivent souvent dans d'autres matières, ou soit parce qu'on a une formation qui n'est pas forcément la même et qui s'y prête bien. Alors moi, je suis privatiste au départ. Je ne suis pas publiciste. J'ai fait un DEA, ça ne me rajeunit pas, en droit privé fondamental. Donc j'ai fait un mémoire sur la littérature et le droit quand même.
pas du tout droit des étrangers. J'ai commencé comme pénaliste, comme collaboratrice chez une pénaliste. Et en fait, j'ai été formée vraiment sur le tas par une autre des collaboratrices du cabinet qui m'a formée au droit des étrangers parce qu'elle en pratiquait beaucoup. Et donc, c'est comme ça que j'ai été formée. Donc vraiment, oui, par la pratique. Ensuite, pour intégrer les permanences en droit des étrangers dans mon barreau, on avait donc un cycle de formation obligatoire. Donc, formation pour assister les personnes devant le juge des libertés, formation pour assister les personnes devant le tribunal administratif. Donc, tout un parcours, en fait, de formation organisé par le barreau pour intégrer les permanences. Et puis ensuite, j'ai fait des formations, on va y revenir un peu avec Gilles, mais j'ai fait des formations dispensées par des instituts de formation qui ont pignon sur rue et qui sont très connus dans le domaine du droit des étrangers, donc par le GISTI, par le syndicat des avocats de France, avec le colloque annuel du syndicat des avocats de France. Voilà, donc avec effectivement des formations là plus spécifiques. Je me suis formée en nationalité, je me suis formée en immigration professionnelle. Voilà, des formations qui étaient spécifiques sur des aspects. Voilà. Si ça répond à ta question. Ça répond tout à fait à ma question. On va parler maintenant justement formation. Mais si vous avez des questions, surtout, c'est le moment, on va les prendre. On a quelqu'un qui nous écrit de Saigon et qui te salue, je crois, Gilles. C'est Vincent. Voilà. Il y a des amis partout. Salut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois. Voilà, on va vous parler, nous, un petit peu de notre expérience maintenant dans la formation, ce qu'on a pu constater jusqu'à maintenant, et peut-être qu'est-ce qui se fait en termes de formation et pourquoi notre approche est un petit peu différente. Non pas qu'elle soit meilleure ou moins bonne, mais elle semble en tout cas intéressante. Faut comprendre que nous, la plupart des gens qui ont été formés sur ce format, c'était des personnes qui étaient déjà en activité et qui n'avaient pas trop pratiqué et n'avaient pas trop appris ça dans leur formation initiale. Corrigez-moi si je me trompe, mais dans mes souvenirs sur les 2 promotions précédentes, c'était des personnes qui, pareil, avaient des formations privées ou publiques et des matières qui n'étaient pas particulièrement proches, mais qui étaient intéressés par cette matière ou qui même souhaitaient véritablement se lancer parce qu'ils avaient déjà eu des demandes ou parce que voilà, envie de développer leurs compétences. Si on revient sur la dernière session qui s'est tenue en début d'année dernière, on a formé une dizaine de personnes profil avocat sur 4 mois qui sont partis des bases. On verra un petit peu sur le programme après, mais partis vraiment des toutes bases, même sur des rappels de droit administratif qui sont parfois fort lointains dans nos études, mais qui s'avèrent utiles pour la pratique. Et voilà, nous, une approche très, 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 très pratique, même s'il y a un peu de théorie, forcément, on a beaucoup privilégié les cas pratiques, les mises en situation, les jeux de rôle. On donne des devoirs aux gens. Bon, voilà, au final, toutes les personnes ont jugé ça utile pour développer de nouvelles compétences. Peut-être, Gilles, je vais te laisser la parole pour nous expliquer un petit peu voilà, comment ça a fonctionné, pourquoi c'était un petit peu différent de tout ce qui existe actuellement. Oui, bien sûr. On aura une question qu'on prendra juste après de la part d'Émile. Oui, ça marche, on répondra. Oui, on avait constaté, que ce soit Anne-Caroline ou moi, en discutant avec des avocats et surtout des jeunes avocats, que, comme l'a dit Anne-Caroline, en fait, il y a pas mal de formations donc, de très bonne qualité qui sont sur des sujets un peu pointus quand on pratique déjà la matière. Donc, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Anne-Caroline, la nationalité, l'asile, l'immigration pro, etc. Donc organisé par le GISTI, par le SAF, donc il y a quand même pas mal de choses. En revanche, ce qui pouvait manquer un petit peu, et c'est ça un peu l'idée qu'il y a derrière cette formation, c'est une formation vraiment globale qui permette d'avoir un aperçu de tout ce qu'il faut savoir pour introduire la matière, et notamment, et ça j'insiste bien là-dessus, c'est une formation qui commence par revoir les fondamentaux du contentieux administratif, parce que si on ne les a pas, notamment si on est privilégiste à la base, ça va poser
quelques problèmes, parce que le droit des étrangers, c'est une matière dérogatoire au contentieux administratif de droit commun, mais il y a quand même énormément de bases qu'il faut connaître. Et donc, l'idée, c'était ça. C'était de faire une formation globale, transversale, pour envisager toutes les matières, afin que, alors c'est sûr qu'en, je ne sais pas en combien de temps, en 16 heures, en 18 heures, on ne peut évidemment pas tout couvrir, mais pour donner aux participants les moyens de continuer à se former ensuite en étant plus sûr de lui. Là-dessus, petite parenthèse sur le fait qu'il y a pas mal de choses pour se former. Il y a de l'information gratuite sur le site du Justi, la revue Droits de l'Homme, servicepublic.fr, etc. Il y a des choses, il y a un site qui s'appelle De quel droit, Réplique, on fait pas mal de newsletters, où on peut s'informer. Il y a aussi évidemment des outils payants, mais c'est difficile d'avoir cette approche globale là. Et donc, c'est vraiment ça qui nous a poussé, avec Anne-Caroline, à faire cette formation qui permet de prendre de la hauteur sur pas mal de points. Et justement, cette dernière session, en fait, on avait beaucoup de participants qui étaient là, qui avaient déjà fait des dossiers. Alors, entre eux, j'ai déjà fait 1 ou 2 dossiers, ou entre eux, je fais souvent des dossiers, mais j'étais pas forcément à l'aise parce que il me manquait des bases en contentieux administratif, il me manquait des bases sur telle ou telle catégorie de sous-domaines en droit des étrangers, et c'était vraiment ça l'objectif, c'est de redonner une assise sur tout le contentieux du droit des étrangers, pour ensuite pouvoir continuer à se former et à pratiquer de façon plus sereine. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Anne-Caroline, là-dessus, mais moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, notamment dans les discussions qu'on a eues avec les participants, où il y avait énormément d'échanges de pratiques avec les participants. Oui, ça résonne avec la question justement de Émile. Est-ce qu'il est conseillé pour un jeune avocat de lancer sa propre activité en droit des étrangers, ou est-ce que la collaboration est nécessaire avant de se lancer? Je dirais qu'il n'y a pas forcément de règles. Non, il n'y a pas de règles. Ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup. C'est sûr que c'est souvent plus confortable de faire une collaboration avec un avocat, alors soit un avocat spécialiste en droit des étrangers ou un avocat très expert en droit des étrangers, parce que forcément, c'est hyper formateur, comme ce que tu as pu avoir, Caroline. Moi, je rencontre de plus en plus d'avocats qui ont eu des expériences en collaboration qui ne sont pas très bien passées, ou juste après le barreau, qui veulent s'installer, et où c'est compliqué de le faire, même s'ils ont eu des parcours à l'EFB ou à l'école du barreau en droit des étrangers, parce que c'est compliqué de se lancer, et puis il ne faut pas prendre des dossiers quand on n'a pas la compétence pour le faire. Mais l'objectif, c'est que ces personnes-là qui ont décidé de se lancer puissent commencer leur premier dossier en ayant le plus de facilité possible. Mais voilà, moi, je dirais toujours, s'il y a moyen d'avoir une collaboration qui se passe bien avec un avocat expert en droit des étrangers, concrètement, pour répondre à la question, j'inciterais à être collaborateur quelques années avec un avocat en droit des étrangers. Oui, j'ajouterais qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas tant que ça de cabinets en droit des étrangers. Il n'y a pas beaucoup de cabinets en droit des étrangers, et du coup, c'est pas simple, je pense, de trouver une collaboration à la sortie de l'école en droit des étrangers pur, quoi. Il y a effectivement des cabinets qui font du droit des étrangers dans leur domaine parmi leur domaine d'activité, mais c'est pas simple, quoi. Voilà, les gros cabinets, ils se trouvent principalement dans les villes où il y a beaucoup d'activités, donc où il y a des centres de rétention, ou évidemment à Paris avec la CNDA, mais c'est pas simple non plus. Et puis effectivement, je rejoins Gilles, donc on a une obligation de compétence, ça c'est certain, mais cette compétence, elle ne s'acquiert pas seulement aux côtés d'un confrère qui serait notre boss. Ça peut s'acquérir aussi de manière transversale avec d'autres confrères qui pratiquent la matière, sachant que c'est un domaine du droit où il y a énormément de solidarité entre les avocats, parce que on a un ennemi commun, entre guillemets, toujours le même, c'est l'administration, dans son ensemble, préfet, consul, ministre de l'Intérieur, et voilà, c'est effectivement cet ennemi invisible contre lequel on se bat tous, donc on est toujours tous du même côté, et du coup, effectivement, il y a énormément de solidarité entre les avocats, dans les avocats qui pratiquent de manière assez régulière ce domaine du droit, avec des groupes d'échange, avec des partages de pratiques très, très réguliers. Donc, c'est vrai que c'est plutôt confortable pour se lancer parce qu'on sait qu'on n'est pas seul et qu'on va pouvoir trouver du soutien parmi les confrères de manière assez régulière.
Et c'est Merci d'ailleurs Lise aussi pour ce qu'on cette propose question. dans la formation. Je ne sais pas si on va y revenir, mais C'est ce que j'allais voilà. dire. Ouais. C'est qu'en fait, tu fais une transition parfaite parce que, bon, évidemment, c'est une matière à part entière, hein. Vous pourriez faire un parcours en 200 heures, un master spécialisé là-dedans, hein. Il y a évidemment beaucoup de matière. Ouais, il existe des DU Ouais, d'ailleurs, hein. Il existe un DU en droit des ouais. étrangers, enfin, notamment à Fac de Lyon, il existe un super DU en droit des étrangers, mais effectivement, c'est long, c'est un DU, un DU. Voilà, donc nous, on a pris le parti là-dessus de justement surfer un peu sur cette vague de l'entraide. Et bon, pour ceux qui connaissent un peu les formats SideQuest, on cherche toujours des pédagogies qui sont bien adaptées au sujet. Et là, la pédagogie était tout à fait adaptée à ce sujet dans la collaboration et dans la pratique. C'est pourquoi c'est un format qui a lieu sur 3 mois avec des webinaires quasiment chaque semaine avec des cas pratiques, avec des outils sur lesquels on bosse tous ensemble, avec un groupe WhatsApp sur lequel il y a beaucoup d'échanges. Et l'idée, justement, derrière ce programme, c'était de, pourra pas en 16 heures ou en 20 heures, vous apprendre tout le droit des étrangers. Par contre, en 20 heures, sur 3 mois, avec entre-temps, entre les sessions, du travail, des échanges qui étaient parfois quasi quotidiens entre les participants et les formateurs, entre des ressources complémentaires, entre des réflexes, entre de la mise en pratique au quotidien et du travail, là, malgré le fait que ce soit que 16 heures, il peut se passer des choses très intéressantes sur la montée en compétences. Et c'était ça le parti pris. Et pour l'instant, on en est assez content. On a fait évoluer le format. Et pour être plus concret sur voilà, le programme, parce que c'est intéressant et encore une fois, on ne peut pas tout couvrir, on a essayé d'avoir une approche graduelle qui permet de survoler les grandes questions, mais surtout de prendre les sujets les plus pratiques et de guider les apprenants sur des choses qu'ils peuvent déjà faire au quotidien, déjà en romain, et sur lesquelles on peut s'entraîner. Je ne sais pas si l'un de vous veut commenter ou nous décrire le programme en quelques minutes, mais voilà, on couvre quand même de nombreux aspects. Ouais, alors ce qu'on s'était dit avec Gilles, c'était que ça nous paraissait important d'envisager la formation dans la chronologie du droit des étrangers. Donc, on a pris le parti effectivement d'avoir une approche chronologique en se disant, bah, on va couvrir tout le parcours d'un ressortissant étranger en France depuis son entrée en France, donc que ce soit en fait l'entrée pour une installation, pour un court séjour, pour une demande de protection internationale, jusqu'à l'éloignement, avec toutes les problématiques aussi qui peuvent se rencontrer. Donc, on va aussi aborder une problématique qui est une problématique très actuelle avec la dématérialisation des demandes de titres qui aboutit en fait à ce que les personnes n'obtiennent pas de réponse. Ça, c'est assez nouveau et ça change beaucoup la pratique des avocats aujourd'hui en droit des étrangers. Avant, on attaquait beaucoup des décisions. Aujourd'hui, on attaque beaucoup donc des décisions explicites. Aujourd'hui, on attaque beaucoup l'absence d'action, enfin l'absence de réaction de l'administration par la voie de la décision du recours contre des décisions implicites de rejet, donc des décisions en fait qui n'existent pas matériellement mais qui naissent du silence gardé par l'administration, ou alors des problématiques d'accès au service public. J'essaye de prendre un rendez-vous pour déposer ma demande et je n'y parviens pas, ou j'arrive pas à accéder au service dématérialisé, à la plateforme dématérialisée de la préfecture. Donc voilà, on a aussi voulu faire un focus là-dessus, sur aussi l'aspect indemnitaire, parce que on se rend compte effectivement que face à l'action de l'administration, effectivement on fait des recours, mais cette action, quand elle est considérée comme illégale par un tribunal administratif, elle peut permettre aux ressortissants étrangers qui, de cette action illégale, en a subi un préjudice, une indemnité. Donc, on a aussi fait un focus sur le contentieux indemnitaire qui est à investir en droit des étrangers. Et puis aussi, et c'était un aspect qui nous paraissait particulièrement intéressant, donc voilà, un aspect plutôt juridico-juridique, avec voilà aussi un rappel, enfin au tout début, je ne l'ai pas dit, mais un rappel vraiment essentiel que fait Gilles sur les fondamentaux du contentieux administratif et voilà toutes les choses trappes du droit administratif dont il faut se méfier, qui est vraiment la base en droit des étrangers. Et puis, donc en parallèle de ce bloc juridique, un aspect plus soft skills, comme on dit en anglais, moi qui le pratique couramment, comme vous l'avez compris.
un aspect plus, plus réflexion autour de sa pratique, autour de la pratique qu'on souhaite développer. Ça peut être de se dire, en fait, je veux développer juste une activité annexe de mon activité principale. Ça peut être de dire, en fait, moi, j'ai vraiment envie de développer une offre en droit des étrangers et comment je vais me positionner et qu'est-ce que je vais développer et qu'est-ce que je vais pas développer. Comment je vais créer des process, travailler sur des process qui vont me faciliter la vie. Et ça, c'est mobilisable en droit des étrangers, mais c'est aussi mobilisable pour le reste des activités de nos confrères et des activités, des domaines du droit dans lesquels ils peuvent exercer. Comment effectivement on crée, on automatise sa pratique, que ce soit ses modèles d'actes, ses mails, etc. On a voulu vraiment aussi mettre l'accent sur la facturation, agi, pas agi, comment on facture, les devis, les conventions d'honoraires, etc. Un petit peu d'IA, parce que c'est la mode, mais je crois que on investit tous. Il y a des vraies applications en plus. Il y a vraiment des choses. On a beaucoup bossé là-dessus cette année, c'est vrai. Et quand il y a beaucoup de process, il y avait de l'automatisation par le passé. Maintenant, il y a de l'IA qu'on peut rajouter en plus ou à côté. Donc, il y a des vraies choses intéressantes à mettre en place. Complètement. Donc on parlera aussi un peu de ça. Et et en fait vraiment l'idée c'est l'idée d'un chemin en fait, d'un voyage qu'on va proposer à nos apprenants pour tout au long du parcours s'interroger de manière personnalisée sur sa pratique, partager de la pratique, être dans une interaction et dans une réflexion autour du droit des étrangers. Voilà, donc c'est vraiment en fait comme ça qu'on a conçu le programme avec Gilles. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je parle beaucoup. C'était effectivement complètement ça l'esprit du programme. On va essayer de tenir le temps. Donc ce programme, il continue. Merci Maître Iriard et Monsieur Ricoulot qui nous mettent des commentaires, qui continuent de nous encourager dans cette voie en trouvant que ce format est adapté et a l'air pertinent. Donc, on sera ravis d'en reparler avec vous. Tout ça pour vous dire merci déjà d'être resté pour ce webinaire. Merci pour les questions, pour les échanges. Merci Anne-Caroline, merci Gilles, bien évidemment. Ce programme, il continue. On a déjà quelques inscriptions. Ça commence au mois de janvier. Ça commence le 9 janvier, pour être exact, jusqu'au mois de mars. Et dans la même idée, il est prévu 8 webinaires de 2 heures en direct sur les différents sujets que vous avez vus dans la slide précédente. On aura encore ce côté groupe réduit, échange sur WhatsApp durant la formation, cas pratique, travail, mélangez-vous avec vos pairs, échangez et commencez à bosser ensemble, à mettre les mains dans le cambouis. Ça va encore être très présent, avec des cas pratiques, des outils digitaux. On bénéficiera encore de l'outil réplique créé par Gilles, qui est mis à disposition de toutes les personnes qui suivent la formation. Et voilà, pour terminer sur des choses un peu plus prosaïques, on est à 900 € hors taxe pour 16 heures de formation pour ces 2 formateurs d'exception. Comme d'habitude, il y a des possibilités d'étalonner les paiements et il y a des prises en charge qui sont possibles par les OPCO, par le FIFPL. Donc tout ça, on peut en reparler avec vous. On va vous envoyer le lien que vous pouvez aussi scanner ici si vous le souhaitez vers la page d'inscription. On peut encore prendre plusieurs personnes. On sera ravis de vous avoir et dans tous les cas, on est ravis de vous avoir eu pendant cette heure. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Et voilà, il me reste à vous remercier encore une fois, Anne-Caroline et Gilles. Et voilà, je vous dis à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous laisse encore la slide une petite minute et puis et on coupera le live. Merci à toutes et à tous pour votre présence.